Et ce matin, on va s'intéresser à un secteur en grande difficulté, celui des ambulanciers. Pour en parler, nous sommes avec Camilo Keletaona, directeur des ambulances Saint-Jacques et président du SANC, le syndicat des ambulanciers de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a une soixantaine de sociétés d'ambulances en Nouvelle-Calédonie. C'est un secteur qui est en difficulté et finalement, ça date pas d'hier, hein, les difficultés que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui et en lumière. Non, évidemment. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Et juste un petit clin d'œil par rapport à la situation de nos collègues infirmiers et autres professions qui subissent aujourd'hui des incivilités. Nous sommes pourtant très proches car nous participons aussi à la même mission, procurer et veiller, tant que faire se peut, à la bonne santé des Calédoniens, on va dire. Les ambulanciers, nous sommes plus ou moins épargnés par tout ça, puisque dans la mesure où nous véhiculons et assurons le lien avec les établissements de soins et de traitement, c'est notre rôle, mais pas que. Effectivement, si nous sommes agressés, le patient ne peut pas se rendre à son rendez-vous ou rentrer à son domicile. Et si ça se passe pendant le transport, c'est le patient qui, de par sa présence dans le véhicule, calme les ardeurs et mauvaises intentions. C'est précisément ce qui s'est passé un petit peu pendant les récents événements. Donc pour vous, vous avez subi peu d'exactions finalement, peu de difficultés à transporter les malades Si ce n'est pendant les émeutes, effectivement, oui. Il s'est passé franchement nous avons eu beaucoup de difficultés à circuler, mais nous n'avons pas à déplorer de graves atteintes à la personne, aux personnes, en tout cas aux ambulanciers. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous avez des difficultés, notamment pour recruter ou pour faire fonctionner vos sociétés, Alors, selon vous? je déplore tout d'abord l'inconsidération dont nous sommes pour le coup victimes depuis toujours. Car pour gérer une entreprise de transport sanitaire et d'ambulancier, pour être ambulancier aujourd'hui, il faut être motivé et passionné. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours là, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant un cyclone, une crise sanitaire ou encore pendant les émeutes. Nous sommes sur le terrain. Et malgré toutes les alertes, la situation s'aggrave de jour en jour. Nous travaillons pourtant avec le gouvernement, la CAFAT, mais nous subissons de plein fouet les problèmes financiers et humains de ces structures. On constate des retards de paiement, des difficultés à se faire entendre, mais surtout les reports fréquents des travaux sur les sujets capitaux comme l'adaptation des tarifs à l'évolution des prix à la consommation, la TGC appliquée par erreur selon le chargé de la mise en place du dispositif lui-même, les salaires, la régulation du marché, ou plus important encore, l'optimisation du service d'urgence. Et puis récemment, l'arrêt unilatéral sans la moindre concertation de notre participation au SAMU, l'étape ultime de notre cursus d'ambulancier. Nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Alors quand on fait le bilan, pas de revalorisation financière des prestations depuis au moins 10 ans, notamment des 40% des urgences toujours en souffrance obtenues après une grève de 3 ans, il faut le rappeler. Pas d'application du tarif Covid accordé par arrêté pour les mesures sanitaires obligatoires lors de cette fameuse épidémie. Pas d'aide face aux difficultés de la CAFAT, comme la compensation des cotisations sociales avec les encours de facturation, mais maintes fois demandé et réclamé. Pas de compensation pour le service rendu lors des émeutes. Pas de solution non plus pour la TGC, qui deviennent pour le coup des charges d'exploitation supplémentaires, car aucune compensation forcément inapplicable sur des tarifs conventionnés. Pas de revalorisation salariale digne de ce nom encore depuis une dizaine d'années. Ce que nous recherchons en fait, c'est une vraie considération, une oreille attentive et active vis-à-vis de cette situation. Ce sont de nombreux emplois qui sont en danger, autant de gens qui perdront leur travail et leur motivation. Que feront-ils après? Car notre métier à nous, malheureusement, personne ne peut le faire à notre place. Même pas nos amis pompiers, malgré toute leur bonne volonté, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on connaît la situation et des pompiers et des ambulanciers. Les pompiers, face à des feux aujourd'hui, ne sont pas en nombre suffisant et ils ne pourront pas faire le nôtre de métier, car nous ne pourrons pas faire le leur. On l'a vu d'ailleurs pendant la Covid. La première position, ils n'ont pas voulu la prendre. C'est nous qui l'avons occupée parce que c'est notre métier. Et aujourd'hui, Voilà. les sociétés sont en difficulté. Il pourrait y avoir des fermetures de sociétés d'ambulance. Il y a des fermetures. Il y a des fermetures qui ont eu lieu récemment, en début d'année. Il y a des fermetures en cours. Il y a des entreprises qui vont malheureusement vers une solution de sauvegarde ou autre, mais qui sont en difficulté, effectivement.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous vous tournez vers le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vers Claude Gambet, le membre du gouvernement en charge du secteur de la santé? Nous avons programmé effectivement une rencontre avec M. Gambet pour justement faire état des éléments que je viens de citer et pour surtout, à un moment donné, juste s'asseoir et nous écouter. Nous écouter simplement. Nous avons des propositions précises, organisées, chiffrées à leur faire, qui pour le coup mériteraient peut-être un tout petit peu d'attention et surtout une étude et une mise en jeu réelle pour simplement les tester, voir ce que ça donne, voir si ça peut être une solution ou pas. Mais de pouvoir éventuellement les essayer au moins. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, en tant qu'ambulancier, d'être les oubliés de cette crise sanitaire, de ne pas être entendus. Et d'ailleurs, si c'est le cas, comment vous l'expliquez? Un tout petit peu. Peut-être parce que nous ne sommes peut-être pas assez considérés, tout simplement parce que peut-être que notre métier n'est pas assez mis en valeur. Les missions qui nous sont confiées peut-être ne sont peut-être pas rendues comme elles devraient être. Mais c'est un problème pour moi qui dure et qui perdure depuis quelque temps déjà. Et c'est pas faute de notre part déjà d'avoir demandé des formations supplémentaires. Pour exemple, la formation aujourd'hui qui rejoint la formation diplômante de métropole et d'Europe aujourd'hui souffre toujours de ce manque de l'élément État. Nous avons une formation qui devait être le DEA, puisque c'est la formation normale. En Calédonie, ça s'appelle toujours le DA, tout simplement parce que il devrait être validé par un organisme agréé, et c'est toujours pas le cas. Et ça dure depuis la mise en place, si je ne me trompe, en 2017. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les diplômes n'ont pas la même valeur? Exactement. Les diplômes n'ont pas du tout la même valeur. On ne peut pas aller travailler avec un ADA à Métropole, ni à Tahiti, ni à Wallis et Futuna, ni ailleurs. Le diplôme n'est valable qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est une demande que l'on fait depuis la mise en place de ce diplôme et qui malheureusement, c'est une décision qui, à mon avis, est une décision politique, évidemment. Mais on se demande ce qu'on attend et à côté de ça, on nous oblige à des contraintes là aussi inconsidérées. Est-ce que c'est pour ça que derrière tout ça, le métier souffre de cette inconsidération justement que j'ai évoquée en début de discussion? Aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité. Les gens ne souhaitent pas venir travailler en tant qu'ambulancier? Complètement. Personne ne veut venir travailler en tant qu'ambulancier parce que d'une part, le salaire n'est pas du tout attractif. Pour rappel, après la crise de 2015, donc a eu lieu une étude par KPMG. Les tarifs locaux sont inférieurs de 82% par rapport aux tarifs métropolitains. Toute considération prise, de toute façon, en considérant ce qui est comparable. Voilà. Et ça, pour vous, il faut une vraie revalorisation des tarifs, des salaires, et donc pouvoir attirer dans vos professions. Si la revalorisation, effectivement, passe par une vraie professionnalisation avec des diplômes valables au niveau européen, eh bien, soit, mais que ça se fasse, que les autorités compétentes le fassent, nous obligent à le faire et mettre les dispositions en place pour ça. Aujourd'hui, est-ce que les difficultés de recrutement sont importantes? Est-ce que c'est ça qui pénalise vos entreprises en priorité? Absolument. Là aussi, vous mettez le doigt sur un sujet important aussi, c'est la formation. On en parle de là, mais la formation, si vous voulez, devrait s'orienter justement vers la professionnalisation des personnels. Il manque actuellement réglementairement dans les sociétés, il manque beaucoup de personnel qualifié, au moins du diplôme local, on va dire, du DA. Et pourtant, il en manque dans les sociétés. Donc, ça fait partie des points faibles et des problèmes de la profession. Et le recrutement à l'extérieur du territoire n'est pas envisageable dans ces professions, selon écoutez, vous aujourd'hui, de toute façon, depuis la loi de l'emploi local, etc., à profession égale, on est obligé de recruter. Sauf que avec ces salaires-là,
non, ça n'est toujours pas attractif. Et puis, il y a quand même une désorganisation du métier lui-même, du travail. Je parlais tout à l'heure des urgences déjà, etc., qui n'attire pas beaucoup, en fait. Hein. On a des problèmes d'organisation, on a une tutelle qui ne s'occupe pas de nous, et malgré toutes les demandes que l'on fait, je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de sociétés se créent. Et demandent un agrément. L'agrément, c'est l'autorisation de travailler. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de sociétés qui sont déjà en difficulté. Je pense que la situation économique du pays ne le permet pas, tout simplement. Et pourtant, la DAS continue de prendre ces demandes d'agrément, alors que nous avons demandé un gel, justement, de ces agréments pour que les sociétés en place puissent déjà s'en sortir. On le voit, il y a effectivement beaucoup de sujets. Vous le disiez, vous n'avez pas subi plus que les autres les exactions, peut-être même moins d'ailleurs que certaines professions médicales qu'on cite souvent, les infirmiers notamment, oui, les médecins, oui, notamment en brousse, etc. Est-ce que pour autant le métier d'ambulancier est un métier dans lequel il y a une pénibilité au travail qui est considérable? Parce qu'on le sait que ça fait partie de l'attractivité aussi. Certainement. Il y a, je vous dis, par rapport à la désorganisation, par rapport au montant du salaire, etc., il y a une désorganisation certaine qui fait que, oui, effectivement, les personnes n'ont envie de travailler en tant qu'ambulancier et de faire des horaires impossibles. C'est du travail. Il y a du travail de nuit aussi. Donc il y a une certaine pénibilité aussi à prendre en considération. Tant qu'elle n'est pas organisée, tant qu'elle n'est pas bien gérée, ça peut être un facteur de désintéressement en tous les cas. Vous êtes le président du centre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place là pour justement sensibiliser les pouvoirs publics à cette crise qui touche votre profession? Écoutez, on va multiplier de toute manière. On n'a pas grand-chose à faire d'autre que de multiplier les rendez-vous, multiplier les demandes, en espérant qu'un jour, on prenne en compte enfin une proposition de notre part pour au moins la tester, voir ce que ça peut donner réellement et si ça peut résoudre certains problèmes en tout cas. Est-ce qu'une grève, même symbolique, est envisageable? Écoutez, les grèves pour autant n'ont jamais vraiment permis grand-chose. Hein. Je prends l'exemple de la... Ou alors, elle a permis, mais alors derrière, les mesures sont pas pour autant respectées. La grève de 2013 à 2016, elle nous a rapporté une revalorisation de 20%. Je le disais tout à l'heure, que de 20%, on attend toujours les 40% qui devaient arriver avec. La grève, le problème de la grève, c'est que ça pénalise chez nous en tout cas, le patient en priorité, en premier. Et ensuite, le reste de la population, parce qu'une grève sans gêner la circulation, sans tout ça, n'impacte pas beaucoup, en fait. Ça n'engage personne. Mais c'est une solution de dernier recours, on va dire. Face à un problème global du système de santé, est-ce que, selon vous, il faut prendre profession, corporation par corporation, ou est-ce qu'il faut, au contraire, avoir un schéma global ? Aujourd'hui, vous demandez des mesures d'urgence ou vraiment une révision et une réforme du système de santé, vous aussi? Il y a une réforme certaine du système de santé. C'est obligatoire. Et après, évidemment, les corporation par corporation, il faudra étudier les cas de chacun. Mais ce qui est sûr, que c'est pour la Calédonie, en tout cas, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, la crise économique et le reste, la crise politique, c'est sûr qu'il y a une réforme globale du système aujourd'hui qui est incontournable, inévitable. Et qui fera encore la une de l'actualité, à n'en pas douter. Merci beaucoup, Camilo Keletoana, d'avoir été avec nous. Je voudrais juste rajouter que parmi de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent, citer quand même le soutien infaillible de la FPLS, dont je fais partie depuis la création en 2011. Voilà. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, en tout cas ce matin, une émission